Personne n'a offert au Cap-Vert son billet pour la phase à élimination directe. Chaque point, cette équipe l'a gagné à la dure. Invaincue, sous-financée, écartée des pronostics avant même d'avoir posé un pied sur la pelouse. Et désormais la plus petite nation de l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA à avoir dépassé la phase de groupe s'apprête à se présenter face aux champions du monde en titre. Prenez une seconde pour mesurer ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement une histoire de sport, c'est la collision entre tout ce qui dysfonctionne et tout ce qu'il y a encore de magnifique dans le football moderne, au même moment, sur la même scène, dans le même tournoi. Reprenons depuis le début, non pas depuis le premier match, mais depuis l'instant où la FIFA a décidé de bouleverser toute la compétition et d'en redessiner l'architecture. La Coupe du monde 2026 était déjà controversée bien avant le premier coup de pied dans un ballon. Lorsque le président de la FIFA, Gianni Infantino, a imposé en 2017 l'élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes, la réaction a été immédiate et bruyante. L'Association européenne des clubs, qui représente des puissances comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester United, a publié un communiqué qualifiant cette décision de politique plutôt que sportive. Elle affirmait ne voir aucun avantage à modifier un format qui fonctionnait depuis des décennies. Un groupe de campagne appelé New FIFA Now est allé encore plus loin, parlant sans détour d'une citation, d'une prise de pouvoir et d'argent, et avertissant que cela affaiblirait la compétitivité du tournoi. Le président de la Liga, Javier Tebas, qui n'a jamais été du genre à retenir ses coups, a déclaré qu'Infantino agissait comme Blatter en prenant des décisions unilatérales sans consulter les personnes qui font réellement vivre le football. Et ces critiques ne se sont jamais vraiment dissipées. Elles sont simplement devenues plus fortes lorsque le tournoi est arrivé cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Puis, quelques semaines seulement avant le coup d'envoi, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, aurait tenu des propos laissant entendre qu'un très grand nombre de matchs du format élargi étaient totalement inintéressants. 13 nations qualifiées pour la Coupe du monde, dont le Cap-Vert, le Ghana, le Sénégal, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Asie, d'Afrique et des Caraïbes, ont répliqué par un communiqué commun. Elles y jugeaient les propos de Seferin profondément décevants et irrespectueux envers le dévouement et les sacrifices des joueurs, des entraîneurs, des clubs et des supporters du monde entier. Elles n'ont pas mâché leurs mots. Elles ont rappelé que chaque nation qualifiée mérite le respect et que chaque match compte pour des millions de personnes à travers le monde. Pour mémoire, le Cap-Vert faisait partie des signataires. Et ensuite, cette équipe est entrée sur le terrain et a prouvé ce point d'une manière qu'aucun communiqué de presse n'aurait jamais pu égaler. Mais le chaos politique qui entoure cette Coupe du monde dépasse largement un débat sur le nombre d'équipes autorisées à participer. Le fait que le tournoi se déroule aux États-Unis sous l'administration du président Donald Trump a créé une situation qui franchement n'a aucun précédent dans l'histoire de la Coupe du monde. Les États-Unis sont actuellement engagés dans un conflit militaire avec l'Iran, l'une des nations participantes. C'est la première fois dans l'histoire du mondial que le pays hôte se trouve en hostilité active avec une équipe en compétition. Le département d'État et l'administration Trump ont confirmé que les supporters iraniens seraient soumis à une interdiction totale de voyage. Seule l'équipe nationale et les personnes indispensables à son encadrement étant autorisés à entrer sur le territoire. Les supporters haïtiens ont subi la même interdiction complète. Et ces deux pays n'étaient pas les seuls concernés par une situation devenue extrêmement compliquée. Le durcissement des exigences de visa a, dans les faits, empêché de très nombreux supporters de plusieurs nations participantes de se rendre au tournoi. Des défenseurs des droits des immigrés et des groupes de supporters ont alerté sur la possibilité de voir des agents de l'Immigration and Customs Enforcement opérer près des sites de la Coupe du monde. Le gouvernement américain n'a pas écarté l'éventualité de contrôle ou d'arrestation aux abords des stades. Résultat, un climat d'inquiétude qui a touché non seulement les supporters venus de pays politiquement sensibles, mais aussi toute personne voyageant depuis l'étranger et préoccupée par le contexte migratoire actuel aux États-Unis.
Dans le même temps, Infantino lui-même a fait les gros titres, et pas pour des raisons sportives. Il est apparu avec une casquette rouge des États-Unis aux côtés du président Trump lors d'une réunion dite de paix, puis a remis à Trump un prix tout juste créé, baptisé Prix de la paix de la FIFA, lors du tirage au sort officiel de la Coupe du Monde. Les propres règlements de la FIFA imposent pourtant explicitement la neutralité politique. Ses détracteurs ont estimé qu'Infantino avait totalement abandonné cette neutralité, l'échangeant contre de l'influence et un accès privilégié dans le pays hôte. Pour une organisation qui a passé des années à tenter de reconstruire sa crédibilité après les scandales de corruption des ers Blatter et Platini, l'image était, au minimum, difficile à défendre. Le prix des billets a ajouté une nouvelle couche de controverse. Les billets premium pour la finale avaient d'abord été affichés autour de 11 000 $. Le système de tarification dynamique de la FIFA a fait varier les prix de manière spectaculaire selon la demande. Des groupes de supporters et des organisations de défense des consommateurs ont accusé la FIFA de gonfler les prix et de manquer de transparence. Les procureurs généraux du New Jersey et de New York ont ouvert des enquêtes formelles sur les pratiques de billetterie de la FIFA. L'organisation gère aussi son propre marché officiel de revente, en prélevant une commission de 30% sur chaque transaction, un détail qui, selon les critiques, rendait impossible pour les supporters ordinaires d'accéder au tournoi à un prix même vaguement raisonnable. Et puis, il y avait l'argument environnemental. Des estimations d'organisations écologistes suggéraient que le tournoi pourrait générer plus de 9 millions de tonnes de dioxyde de carbone, principalement en raison de l'immense volume de voyages aériens, nécessaires pour déplacer supporters et équipes entre des sites répartis sur 3 pays et des dizaines de villes. Les défenseurs de l'environnement l'ont présenté comme potentiellement la Coupe du Monde la plus néfaste jamais organisée en matière d'empreinte carbone. Voilà donc le décor. Voilà la Coupe du Monde dans laquelle le Cap-Vert est entré. Un tournoi enveloppé de controverses politiques, de scandales financiers, de critiques environnementales et d'un débat structurel sur la question de savoir si l'ensemble n'avait pas été étiré au-delà du raisonnable au nom des revenus et des votes. Et au milieu de tout cela est arrivée une équipe représentant un demi-million de personnes. Le Cap-Vert est un archipel de 10 petites îles situées au large de la côte ouest de l'Afrique, avec une population totale d'environ 525 000 habitants. C'est moins que beaucoup de villes moyennes américaines. C'est la 3e plus petite nation par la population à s'être jamais qualifiée pour une Coupe du Monde, et, depuis cette semaine, c'est très nettement la plus petite nation de toute l'histoire du tournoi à atteindre les matchs à élimination directe. Un pays si petit que toute sa population tiendrait dans 2 stades, de NFL, vient d'éliminer 2 anciens champions du monde dès la phase de groupe et a terminé 2e de sa poule au mérite. Les chiffres de valeur d'effectifs rendent la comparaison presque comique. Selon les données de The Athletic, l'effectif de la France dans ce tournoi est estimé à 1,760 milliard de $. L'Angleterre atteint 1,580 milliard. L'Espagne, l'équipe contre laquelle le Cap-Vert a fait match nul lors de son tout premier match de Coupe du Monde, est évaluée à 1,420 milliard. Le Portugal à 1,170 milliard. Toutes les grandes nations du football dépassent largement le demi-milliard de $. L'ensemble de l'effectif cap-verdien est évalué à 63,2 millions de $. L'effectif espagnol vaut plus de 22 fois ce montant. Le Cap-Vert n'est pas arrivé comme une version un peu plus faible de ses adversaires. Sur le papier, il venait d'un autre univers, et il n'a pas perdu. Maintenant, reprenons match par match, parce que chacun d'eux mérite son propre chapitre. L'entrée en lice a eu lieu contre l'Espagne, championne d'Europe en titre, équipe remplie de talents du FC Barcelone et du Real Madrid, sélection qu'une immense partie des analystes et des modèles de prévision voyaient gagner tout le tournoi. La plupart des observateurs ont regardé cette affiche et ont commencé à calculer la différence de but.
Ce qui s'est réellement produit, c'est une performance tactique qui devrait être étudiée dans les centres de formation d'entraîneurs pendant la prochaine décennie. Le Cap-Vert s'est installé dans un bloc défensif compact et discipliné, refusant tout simplement de se désorganiser. Chaque fois que l'Espagne tentait de l'attirer hors de position par des combinaisons rapides et du mouvement, le Cap-Vert suivait, resserrait les espaces, restait compact et refusait de mordre à l'hameçon. L'Espagne a eu 74% de possession. Elle a créé 27 tirs. Elle n'a pas marqué. Et entre elle et le but se trouvait un gardien de 40 ans nommé Vozinha, un homme qui joue en club, en deuxième division portugaise, et qui a livré l'une des plus grandes performances individuelles de gardien de tout ce tournoi. 0-0. Début en phase de groupe. Contre les champions d'Europe, le monde a haussé les épaules. L'Espagne manquait de rythme, elle allait se régler. Cela ne se reproduirait pas. Puis le Cap-Vert a affronté l'Uruguay, double champion du monde, une équipe bâtie autour de joueurs issus des meilleurs championnats européens. Une sélection dotée de l'une des traditions offensives les plus redoutables du football sud-américain. Et le Cap-Vert ne s'est pas contenté d'encaisser la pression. Il est allé droit à la gorge. Kevin Pena s'est présenté sur un coup franc lointain et l'a expédié au fond des filets, offrant au Cap-Vert son tout premier but en Coupe du Monde et son tout premier avantage dans la compétition. Le rêve devenait réel. Puis l'Uruguay a répondu, inscrivant 2 buts avant la mi-temps pour mener 2-1, et c'est là que le scénario aurait dû se refermer. Le petit Pousset vit son moment de magie, perd son avance, s'incline de peu et sort avec les honneurs. C'est ainsi que ces histoires se terminent d'ordinaire. Sauf que le Cap-Vert n'avait pas lu le scénario. Le milieu Helio Varela a profité d'une passe en retrait négligente de l'Uruguay et a glissé le ballon calmement dans le but vide, 2 partout, contre un double champion du monde, après avoir été mené. Le Cap-Vert est revenu au score et a tenu. Ce n'est plus un conte de fées, c'est une équipe de football. Le 3e et dernier match de groupe se jouait contre l'Arabie Saoudite. 2 équipes avec quelque chose à jouer, du football accroché, très peu d'occasions nettes. Ce n'était pas beau. Vozinha a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour préserver le 0. Le match s'est terminé sur un 0-0. Et au coup de sifflet final, les joueurs du Cap-Vert n'avaient absolument aucune idée de leur qualification. Ils ont fait quelque chose que l'on ne voit quasiment jamais dans le football professionnel à ce niveau. Ils se sont rassemblés autour d'un seul téléphone, au milieu de la pelouse, pour regarder en direct les dernières minutes d'Espagne-Uruguay. Ils avaient besoin que l'Uruguay ne gagne pas. Lorsque le score a confirmé la victoire de l'Espagne 1-0, la réaction a été immédiate et bouleversante. Des hommes adultes en maillot bleu se sont effondrés sur le gazon. Certains pleuraient, d'autres n'arrivaient plus à se tenir debout. Les remplaçants ont sprinté depuis le banc. Le staff s'est enlacé. Une nation d'un demi-million d'habitants venait d'atteindre les 8e de finale de la Coupe du monde de la FIFA dès sa première participation. 3 matchs, 3 nuls, aucune défaite. Et c'est ici que l'argument politique contre le format à 48 équipes est entièrement démonté parce que le Cap-Vert a réellement accompli. La lecture paresseuse, et elle circule beaucoup, consiste à dire qu'une équipe comme le Cap-Vert n'est arrivée là que parce que la FIFA a dilué la compétition et rendu la qualification plus facile. Soyons précis sur les raisons pour lesquelles cet argument s'effondre. Le Cap-Vert ne s'est pas faufilé parmi les 3e de groupe chanceux. Il a terminé 2e de sa poule au mérite, invaincu. Et il est arrivé à cette Coupe du Monde en remportant son groupe de qualification africain devant le Cameroun, quintuple champion d'Afrique et nation la plus expérimentée du continent en Coupe du Monde. Il n'a pas reçu de passe droit. Il n'a pas survécu péniblement à un barrage. Il s'est qualifié directement, puis a traversé la phase de groupe du tournoi sans perdre. Cela fait du Cap-Vert la 3e nation africaine de l'histoire à rester invaincue en phase de groupe lors de ses débuts dans le tournoi, et la première nation africaine débutante à sortir de son groupe depuis le Ghana en 2006. Ce n'est pas le produit d'un tournoi élargi, distribuant des places de charité. C'est une équipe correctement structurée, correctement entraînée, qui a construit quelque chose pendant des années
et l'a exécuté sous la pression la plus forte imaginable. Son sélectionneur, largement connu sous le nom de Bubista, a drapé le drapeau capverdien sur ses épaules après le résultat contre l'Arabie saoudite et a résumé ce que son équipe vivait depuis le début. Nous sommes un petit pays, mais nous nous battons pour ce que nous voulons accomplir. Avant même le premier match, il avait dit que chacun avait le droit de rêver et que rien n'était impossible. Ces joueurs sont entrés sur le terrain et ont transformé cette phrase en fait historique, vérifiable et documenté. La philosophie de Bubista, selon laquelle l'ampleur des ressources d'un pays ne détermine pas ce qu'il peut accomplir une fois les joueurs sur le terrain, est exactement ce que Tchefirin, l'UEFA et toutes les autres voix de l'establishment qui méprisent le tournoi élargi refusent d'affronter. Une fois sur cette pelouse, disait-il, beaucoup de choses deviennent égales. Le format à 48 équipes a donné un billet d'entrée au Cap-Vert. Ce que l'équipe en a fait relève entièrement de son propre travail. Mais si toute cette histoire a un visage, c'est celui de Vozinha. 40 ans. Gardien d'un club de 2e division. Un homme qui a réellement envisagé de quitter la sélection après avoir été écarté lors d'une campagne ratée de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'homme qui est passé à un cheveu de ne jamais atteindre cette scène. Et désormais, il est sans doute le gardien le plus commenté de toute la Coupe du Monde. Son nombre d'abonnés sur Instagram a dépassé les 16 millions presque du jour au lendemain. Dans les tribunes du NRJ Stadium de Houston, des supporters sont venus avec d'immenses pancartes imprimées à son effigie. Des groupes de jeunes hommes se sont peints les lettres V-O-Z-I-N-H-A sur le torse en bleu. Un enfant a brandi une pancarte où l'on pouvait lire « En Vozinha, nous avons confiance ». Lorsque le Portugal a joué dans ce même stade quelques jours plus tôt, la foule s'est enflammée pour Cristiano Ronaldo, l'un des sportifs les plus célèbres de la planète. Puis le Cap-Vert a joué et c'était un gardien de 40 ans évoluant en 2e division qui recevait les mêmes rugissements de la même foule. Il y a dans cette histoire un détail encore plus fort. La mère de Vozinha, Ana Candida Ivora, a failli ne pas pouvoir venir voir son fils jouer. Elle a manqué sa performance exceptionnelle à 7 arrêts contre l'Espagne à cause d'un problème de visa, le même type d'obstacle bureaucratique que ce tournoi a créé pour des supporters venus de dizaines de pays. Pour le match contre l'Arabie saoudite, son visa avait été réglé. Elle était assise dans une loge de luxe, agitant un petit drapeau capverdien pendant que 65 000 personnes scandaient le nom de son fils. Vozinha a résumé tout cela simplement. Nous sommes petits, mais nous avons de grands cœurs et nous sommes des combattants. Il a ajouté que tout l'objectif de venir à cette Coupe du Monde était de montrer au monde que les joueurs capverdiens ont de la qualité, qu'ils peuvent rivaliser et qu'ils ont leur place sur la plus grande scène du football. Même l'équipementier de l'équipe raconte une histoire d'outsider. Alors que plus des 3/4 des nations de cette Coupe du Monde portent Nike, Adidas ou Puma, le Cap-Vert est habillé par une petite société appelée Capelli-Sport, fondée par un immigrant libanais arrivé aux États-Unis dans les années 80 et qui a bâti son entreprise depuis une cave à Brooklyn. 2 outsiders, tous deux dans leur première Coupe du Monde. Les maillots bleus du Cap-Vert portent un motif triangulaire inspiré des trajectoires aériennes entre les îles, un design que la marque a décrit comme relié par le rythme. Chaque détail de cette équipe raconte une histoire de dépassement, et maintenant arrive le moment vers lequel toute cette histoire avançait. Le 3 juillet, à Miami, le Cap-Vert affronte l'Argentine, les champions du monde en titre, Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire de ce sport. Sur le papier, l'écart paraît absurde. La plus petite nation jamais parvenue aux matchs à élimination directe, face à l'équipe qui domine le football international depuis une bonne partie de la décennie. L'attente réaliste, c'est que le rêve s'arrête là. L'Argentine est organisée, expérimentée et létale dans les matchs couperets. Mais regardez honnêtement ce que le Cap-Vert a montré en 3 matchs et demandez-vous si les attentes réalistes ont encore le moindre sens avec cette équipe. Son milieu de terrain, Doy Duarte, l'a dit franchement après la qualification. « C'est fou, j'ai l'impression d'être dans un rêve, c'est contre l'Argentine.
N'est-ce pas un match difficile? Mais croyons que tout est possible. Son défenseur Pichico Lopez a renforcé le message. Ils sont arrivés là au mérite, ils appartiennent à ce niveau et ils n'ont pas fini de le prouver. Le contexte de ce match à Miami est lui aussi impossible à ignorer d'un point de vue strictement politique. Les États-Unis, pays hôte, sont un pays où l'administration actuelle a fait de l'application stricte des règles migratoires une priorité politique centrale. La Coupe du Monde se déroule dans ce même pays. Et l'équipe qui représente le Cap-Vert, petite nation insulaire africaine dont beaucoup de joueurs sont nés ou ont grandi au Portugal, avec une diaspora dispersée en Europe, s'apprête à entrer dans l'une des enceintes sportives les plus politiquement chargées de la planète pour affronter les champions du monde. L'ironie est tranchante. Un tournoi que ses critiques qualifiaient de dilué a produit l'histoire d'outsider la plus extraordinaire au moins depuis la Grèce en 2004, et peut-être le parcours de phase de groupe le plus remarquable d'une petite nation dans toute l'histoire de la compétition. Un tournoi censé engendrer des matchs sans intérêt entre nations dépassées a produit une histoire dont tout le monde du football, y compris chaque responsable de l'UEFA qui en doutait, ne parvient plus à se détacher. Que le Cap-Vert batte ou non l'Argentine le 3 juillet, le message est déjà passé d'une manière qu'aucune conférence de presse et aucun argument politique n'aurait pu produire. On ne peut pas regarder ce que cette équipe a accompli, ce que Vozinha a accompli, ce que Bubista a construit, ces joueurs réunis autour d'un téléphone, au milieu du NRG Stadium de Houston, pour regarder l'Espagne battre l'Uruguay et dire au monde que les petites nations n'ont pas leur place ici. 13 nations ont signé cette lettre, rejetant la manière dont Séphérin avait balayé les matchs du mondial élargi comme inintéressants. Le Cap-Vert l'a signé aussi. Puis le Cap-Vert est entré sur le terrain et a réglé le débat sur la pelouse. Une pancarte dans les tribunes, lors de leur dernier match de groupe, disait ce que 1000 tribunes d'opinion n'auraient peut-être pas pu exprimer. Petites îles, grands rêves. 3 juillet à Miami, les requins bleus contre les champions du monde en titre. C'est là que l'histoire va s'écrire, d'une manière ou d'une autre.